Un événement traumatique, là, si on regarde notre définition dans le manuel du DSM, ben, en fait, c'est une exposition à la mort ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles d'une ou de plusieurs des façons suivantes. Alors, on pourrait nous-mêmes être directement exposés à un événement traumatique. On pourrait aussi être témoin d'un événement comme ça chez une autre personne. On pourrait être indirectement exposé. Alors, par exemple, une mère apprend que sa fille a été victime d'agression sexuelle. Et dans le cadre de notre travail, certains intervenants seront exposés de façon répétée à des événements traumatiques. On pense ici, par exemple, aux enquêteurs de police qui vont prendre les dépositions ou qui vont recueillir les témoignages de victimes d'agression sexuelle. On pense à tous les intervenants aussi des CALAX, justement, qui côtoient la souffrance et les récits traumatiques des victimes, les psychologues qui travaillent en trauma. Donc, bref, vous voyez comment un événement traumatique peut nous toucher là, de différentes façons. Donc, les événements traumatiques n'auront pas, en fait, le même impact sur la santé psychologique. En fait, ça va dépendre de... On fait une grande classification ici entre le type 1 et le type 2. Trauma de type 1, ce sont les événements qui sont soudains, imprévisibles, isolés et courts dans le temps. Par exemple, un accident d'auto, ça peut être aussi on est victime d'un désastre naturel, un tremblement de terre, par exemple, un ouragan. Donc, un événement qui est très court dans le temps. Alors que les traumas de type 2, dans cette classification-là, on considère tous les événements de longue durée, répétitifs, cumulatifs, infligés volontairement par un autre être humain. Donc, les violences à caractère sexuel qui sont répétées dans le temps se situent dans le trauma de type 2. Et ce qu'on sait, c'est que les traumas de cette nature-là vont avoir plus d'impact chez les victimes, plus de chances de développer, entre autres, là, un stress post-traumatique et d'avoir des conséquences graves. En même temps, il existe des violences à caractère sexuel qui sont en fait qui nous arrivent une fois. Donc, si je suis victime d'une agression sexuelle, ça demeure pas moins quand même un événement qui est quand même marquant. Donc, dans le milieu, en fait, tout ce qui est violence interpersonnelle, même si on est victime de ça une seule fois, ben, on considère, en fait, dans la littérature, les études indiquent que c'est quand même dommageable là, pour la santé psychologique de subir une violence interpersonnelle, même si elle est unique. Alors, quelles sont justement les réactions normales qui sont associées aux événements traumatiques? On a les réactions qu'on pourrait dire en fait pendant l'événement et les réactions qui surviennent après l'événement. Sûrement que, en fait, si on pouvait ouvrir le micro, là, puis que je vous demanderais quelles sont les réactions pendant l'événement, vous pourriez me nommer plusieurs choses qui peuvent se passer lorsqu'on est victime d'une agression sexuelle. Donc, quelles sont les réactions qu'on connaît chez les gens? Donc, ce concept-là réfère aux réactions physiques d'anxiété qu'on ressent lors de l'activation de notre système nerveux. Donc, les réactions physiques d'anxiété, ça peut être le cœur qui bat, des tremblements, le souffle court, des bouffées de chaleur, des frissons. Donc, les réactions dans le corps et les réactions émotionnelles. Donc, détresse péritraumatique, c'est un mixte, en fait, de réactions physiques et de réactions émotionnelles. Ici, je vous ai mis quelques questions tirées de l'inventaire de détresse péritraumatique. C'est donc un court questionnaire auto-administré qui permet d'évaluer si la personne a bel et bien vécu là, ce concept de détresse péritraumatique. Plus le score est élevé sur le questionnaire, plus on considère qu'elle a vécu de la détresse péritraumatique. Donc, il peut donc se passer, il y a ça, en fait, qui est on le verra, mais qui est un facteur de risque pour le développement ultérieur du stress post-traumatique. Et puis, on a aussi la dissociation péritraumatique. Donc, cette dissociation qui se produit pendant l'événement, les gens vont dire, par exemple, je me sens coupé ou dissocié de la réalité.
On va en parler beaucoup aujourd'hui de la dissociation. Donc, c'est une réaction de défense lorsque, justement, ce choc émotionnel est trop important. Donc, souvent, la dissociation va être faite de façon involontaire et elle est souvent là, de courte durée. Donc, lorsqu'un événement traumatique est vécu de façon très intense et qu'il génère une grande détresse péritraumatique, donc beaucoup de réactions émotionnelles et de réactions physiques d'anxiété en même temps pendant l'événement. Donc, lorsqu'il y a une grande détresse péritraumatique, la dissociation permet d'une certaine façon de tolérer l'intolérable. Donc, ce qui précède la dissociation, c'est souvent cette détresse péritraumatique. Et la dissociation nous permet donc de rester présent physiquement dans une situation, mais d'être ailleurs mentalement. On peut faire l'analogie que la dissociation, c'est comme un fusible d'un circuit électrique qui saute en cas de surcharge de courant pour protéger l'intégrité du système. Donc, ce n'est pas toutes les victimes qui vont dissocier, mais je vous présente les symptômes qui peuvent apparaître. Donc, certaines personnes vont nous dire je flottais au-dessus de la scène, je m'observais de l'extérieur comme si j'étais en dehors de mon corps. Donc, ça, on appelle ça la dépersonnalisation. Il y a aussi le phénomène de déréalisation qui est lorsque les personnes vont nous dire le temps était au ralenti, tout était déformé autour de moi comme si j'étais dans un rêve. Il y a d'autres personnes qui vont nous dire moi j'étais sur le pilote automatique, je réalisais à peine que des gens étaient autour de moi. Donc, je continuais à agir, mais j'avais plus ou moins conscience. J'entendais pas nécessairement les sons. Je voyais pas nécessairement non plus. C'est comme si tout était noir, pourtant c'était le jour. Donc, une diminution des sens et du niveau de conscience. La léthargie, donc, les gens peuvent dire, c'est comme si les choses ne m'atteignaient plus, j'étais coupée de mes émotions. Et auparavant, j'ai eu très, très peur et soudainement, j'étais très calme. Donc, il y a comme une coupure, une déconnexion. Il y a aussi ce qu'on appelle l'amnésie dissociative. Donc, ce sont les gens vont nous dire, moi, je ne me souviens plus de qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, après l'arrivée des policiers. L'amnésie dissociative peut être partielle ou totale. Alors là, je vous ai mis comme un schéma avec 3 cercles. Donc, le noyau qui serait, par exemple, l'agression sexuelle qui serait pour la personne, si on considère que dans un événement traumatique, il peut y avoir différentes couches de trauma et puis cette personne-là, elle considère que le noyau, c'est l'agression sexuelle. Ensuite, elle pourrait nous dire, j'ai aussi été agressée physiquement pendant l'agression sexuelle. Et il y a l'agresseur qui est cet homme inconnu ou que je connais, peu importe. Donc, il y a des gens, en fait, qui vont se rappeler de l'ensemble de ces sphères-là. Ils vont dire, oui, je me rappelle très bien qui est l'agresseur, je me rappelle qu'il y a eu une agression physique, je me rappelle qu'il y a eu une agression sexuelle. Ensuite, il y a des gens qui vont avoir une amnésie totale. Donc, elles vont se souvenir avant l'agression et après, mais pas le pendant. Donc là, on pourrait perdre l'ensemble des 3 cercles, ne pas savoir qui nous a agressés, avoir aucun souvenir qu'on a été agressé, en fait. Donc, on se souvient avant et on se souvient après. Donc, ça, c'est une amnésie totale. Et puis, il y a des gens qui ont une amnésie partielle, c'est-à-dire, ils vont dire, par exemple, je me souviens, donc, l'agresseur de quoi il a l'air, on est allé chez lui, et par la suite, dans le fond, je me souviens quand j'ai sorti de l'appartement. Et là, je ne me souviens pas le milieu ou qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, c'est une amnésie qui est partielle parce qu'on a un début de souvenir, on a une fin de souvenir, mais il manque des bouts là, dans l'histoire. Donc ça aussi, c'est l'amnésie, quand même un symptôme qui est quand même commun, là. Donc, les réactions pendant l'événement, on a parlé de détresse péritraumatique, dissociation. Les réactions qui peuvent survenir après l'événement, ce sont les réactions, là, peut-être vous les connaissez, les réactions post-traumatiques.
Donc, on a différentes catégories là, de réactions post-traumatiques. Hein, les reviviscences, donc c'est notre cerveau qui revit l'événement, soit sous forme de souvenirs, de cauchemars, de flashbacks. On a aussi donc cette catégorie d'évitement, c'est-à-dire les gens vont faire des efforts pour éviter de penser à l'événement, éviter les lieux, les situations, les objets qui rappellent l'agression, donc éviter les déclencheurs qui vont ramener à la mémoire les souvenirs de l'agression. Donc, les gens font de l'évitement pour, dans le fond, gérer leur anxiété. On a donc en dessous les altérations des cognitions et de l'humeur. Alors, l'amnésie dissociative dont on parlait, en fait, ici, le DSM la classe dans cette catégorie, mais sinon, on a aussi donc les gens qui vont beaucoup se culpabiliser par rapport à l'événement, se blâmer, ou émoussement, ça veut dire donc je ressens pas les émotions, j'ai la misère à en fait j'ai cette incapacité de ressentir des émotions positives, je me sens détachée de mes proches. Et l'hyper-réveil, dernière catégorie de réaction post-traumatique, les gens vont nous dire qu'ils se sentent constamment sur le qui-vive, en état d'alerte, donc en hyper-vigilance. À ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de s'endormir la nuit parce que dormir, c'est baisser la garde. Et donc, les gens font des sursauts, ont de la misère à se concentrer, etc. Là, je ne vous ai pas mis les 20 symptômes de stress post-traumatique, mais je vous ai mis quelques exemples là, pour illustrer quelles peuvent être les réactions qui se produisent après des événements traumatiques. La dissociation pourrait aussi continuer d'être présente. Donc, des fois, on a des gens qui ont dissocié pendant l'événement, mais ils continuent après coup de dissocier quand ils sont en présence de déclencheurs ou quand ils doivent reparler de l'événement traumatique ou de juste y penser également. Donc, ce qu'on sait, en fait, la recherche nous dit que les victimes qui ont dissocié pendant le trauma sont plus à risque de développer un stress post-traumatique. Et également, là, les victimes qui continuent là, de dissocier, c'est un facteur aussi de maintien une fois que le stress post-traumatique s'est développé.